الزول في اللون تنلقيت بوسكي ديوت مطوس نظام ولا مدو سنكي مسا مسعودة جبلة ثيران نو حيوت مطوس نظام تا مغنس بوني شدن يبقى غيزرفان بومذان يقلن تسلويث نو مزدين توشولين ويذي توطفن ذي الزاير ود فيغندا ود ديفادا الخفرنسا نكد عن ثلا ذي يوث تعقلت نتو تساعتي غلانتي منقار صافي دي غاليث يوروب ذي الأجركال مجال صدفان ويجادو نفانا أرثورا إذا انت تايلين تنجيث نور أسينيغي نصيرا دو تور الزول في الله من نصيرا Bonjour. نصيرا دو تور كون كوني comme présidente du collectif des familles des disparus en Algérie. Elle est actuellement, comme je l'ai expliqué en Kabyle, donc la présidente, enfin, fait partie de le secrétariat de la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées. Et puis, Nassera du Tour aussi, elle est rendue plus connue depuis que elle a été interdite de rentrer en Algérie il y a une année. Nassera, ça serait bien si vous Oui. pouvez ne parler de vous brièvement. Donc voilà, moi je suis Nassera, je suis née Yous, mon père s'appelle Yous, Kabyle pur sang, mon père est Kabyle, Kabilo, et ma mère, elle est née à la Casbah, mais bon, elle est aussi de parents Kabyles. Ah, d'accord, Je, vous êtes je né à suis née à Casbah. Marseille. Non, moi je Vous êtes... suis née à Marseille. Moi je suis née à Marseille. Ma mère est née à la Casbah. D'accord, ok, Et d'accord. ma grand-mère est née à Tizi Ouzou, la famille Khlef. Et elle s'est mariée avec mon grand-père qui habitait la Casbah et qui est de Akbo. D'accord, ok. Mon père, il est de Takouch, le village Takouch. Euh, Ça se trouve à Zasga, je pense, à Zoren. et C'est ça? la daïra d'Azazga, maintenant c'est devenu daïra, je crois, d'Azazga, c'est la commune de Bouzguel. Ah, d'accord, d'accord, On est à 2 kilomètres de Bouzguel, à pied. d'accord. Mais vous êtes né à Marseille parce que vos parents étaient émigrés à Marseille, c'est ça, en France. Voilà. Mon père est parti à Marseille, il avait 18 ans pour le travail, comme un immigré, comme tous les immigrés. Il y est resté et après, il a épousé ma mère et il l'a amenée en France. Elle est restée quand même, mes deux premiers frères, dont un est décédé très bas âge, et sont nés en Algérie. Ma sœur, qui est au-dessus de moi, est née en Algérie. Et ma mère est venue en France juste après la naissance de ma sœur. Et donc, En quelle moi, je année, suis en quelle année elle est venue, votre maman, en France, pour en rejoindre son mari? 54. En 54, ok. Et moi, Et je suis née puis, en 55. 55, une année après. D'accord. Très bien. Bon, voilà. أثنى تولد نصيرة دي تورزا تقبلي تورزا بلي تقبلي ثلول دي مارسيل des Maulanis et des Rebellines des Signes. Donc, et Nasserat du Tour, elle est rendue assez célèbre avec la fédération, avec c'est elle qui a fondé le collectif des familles des disparus en Algérie. Qu'est-ce qui a fait, donc, c'est quoi le lien entre Nasserat et l'Algérie, puisque vous êtes né à Marseille et vous avez vécu en France, j'imagine. Après, vous êtes rendu en Algérie plus tard ou comment? Ben, en fait, je suis rentrée en Algérie, j'avais 10 ans, hein. Et Ah, donc, j'ai vécu d'accord. 20 ans en Algérie. J'ai fini enfin, j'ai fini ma scolarité. J'ai fait une partie de ma scolarité en Algérie aussi. Enfin, le lycée, puisqu'à l'époque, c'était pas obligatoire au collège. De la sixième, on rentrait directement au lycée. Quel Et lycée? Quel lycée? lycée Pasteur. Ah, Pasteur, Alger. OK. Pasteur, en Ben Daouna, il nous a emmenés à Omar Hassim, lycée Victor, qui était anciennement Victor Hugo, Victor Hugo, d'accord. en face de la radio de la algérienne. C'était juste en face de D'accord. la radio d'Algérie, la chaîne 3. La, la rue Hoche, la rue Hoche. C'était, oui, la rue Hoche. Nous, on était oui, dans la rue Hoche, c'est ça. C'est ça, d'accord. Ouais. Donc, Et donc, pour récapituler, Nacera, née en 55, 10 ans plus tard, ça veut dire on parle de 65, elle est rendue en Algérie, elle a fait le lycée là-bas, sa scolarité. quand j'ai passé le brevet, j'ai fait la seconde, et après, ouais, j'ai fait la seconde, et après, la première, ma mère a décidé que j'en savais assez, que, que j'en savais assez, que je devais rester à la maison pour apprendre à faire à manger, pour apprendre à faire la lessive et le ménage,
et tout ce qui s'ensuit, et pour me marier, parce que bon, j'avais des demandes en mariage, donc il fallait que je reste à la maison. Ben, je me suis mariée, j'avais 18 ans. Ok. J'ai eu mon premier enfant, j'avais pas encore 19 ans. Amine, qui est disparu, je l'ai eu, j'avais 20 ans. On a juste 20 ans de différence. Il est né en 75 et moi en 55. Après, j'ai eu Reda, mon dernier enfant. Et, euh, et puis voilà, mon mari un jour m'a dit, le père de mes enfants, je l'appelle plus mon mari, mais m'a dit que si j'étais pas contente, je pouvais prendre la porte. Et j'ai pris la porte, je suis partie. D'accord. C'était en quelle année vous avez quitté votre C'était maison? je crois que c'était avant la mort de Boumedienne, parce que quand Boumedienne est mort, j'étais à la maison chez mes parents. D'accord. Ok. Bref, c'était avant la mort de Boumedienne. Moi, Boumedienne est mort quelques temps plus tard. Non, en décembre 78. Et ben Donc, voilà, c'était avant alors. C'était avant. Parce que mon fils, il était encore bébé, il avait 9 mois. d'accord. Maintenant, le Nasser du Tour, elle est rendue donc très médiatique depuis la disparition de votre fils. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Malheureusement, pour moi, Oui, c'est ça. j'avais envie j'ai une autre vie. Malheureusement, la vie a voulu que ce soit comme ça, c'est tout. Moi, quand je suis arrivée en France, quand je suis revenue en France en 1986, j'ai repris des études en informatique, je faisais de l'informatique à Alger, à Sonelgaz, et j'ai voulu persister dans cette voie informatique, mais bon, l'informatique en Algérie à l'époque et celle que j'ai trouvée en France n'était pas la même, donc j'ai pris des études pour être programmeuse. Et après, chef de projet, bien sûr, j'avais des ambitions telles que, voilà, ce qui n'a pas marché. Bon, entre-temps, je travaillais le soir dans un restaurant pour gagner ma vie, hein, pour nourrir mes enfants, parce que j'avais laissé mes enfants chez ma mère en Algérie. Et puis, voilà, c'était un premier combat, c'était ça, c'est mes enfants, pour faire venir mes enfants en Algérie. Parce qu'entre-temps, il y a eu le code de la famille, et quand je voulais faire venir mes enfants en France, le père s'est opposé. Il a refusé de me signer l'autorisation, et à chaque fois que j'ai entamé une procédure devant les juges, pour me donner l'autorisation d'amener mes enfants en France. Il s'est opposé tout le temps et ça a duré pendant des années. Et puis quand mes enfants ont grandi, j'ai laissé tomber l'affaire. Voilà. Donc, entre-temps, j'ai travaillé, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé jour et nuit pour nourrir mes enfants parce qu'il fallait que je paye mon loyer en France et que je paye le loyer en Algérie et que je nourrisse la famille. Mes frères étaient tous jeunes. Moi, je suis l'aîné des 5 frères. Puis voilà, donc ça a été une vie. Et voilà, je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc, elle a dit, mon fils aîné, quand il a eu la majorité, il a pu venir en France. On lui a donné un visa de 15 jours. Et Amine, le pauvre, on avait commencé, dès qu'il a eu la majorité, on a commencé à faire les démarches. Il a fait son passeport, parce qu'il n'avait plus besoin d'autorisation paternelle. Et on a commencé les démarches pour demande de visa. Et malheureusement, voilà, il n'a pas eu le temps. Et on lui a refusé une première demande, on lui a refusé une deuxième demande, on lui a refusé une troisième demande. Et la quatrième demande, il a disparu entre-temps. En 1997. Donc, en pleine décennie noire. Ouais, c'était vers la fin des années noires quand même, hein. Bon, il y a eu des disparitions forcées jusqu'en. Ça a commencé à se propager jusqu'en 1998 à moindre échelle. Ça a continué quand même, même quand Bouteflika était président. 99, on a même des disparitions de 2001, 2002, mais à une moindre échelle, bien sûr, hein, beaucoup moins moindre, hein, beaucoup moindre. Hmm. Hmm. Euh, Pendant que mon fils, juste au moment où mon fils a disparu, j'avais repris des études encore. J'étais toujours une associée d'études pour passer mon bac, parce que j'avais jamais eu mon bac. J'avais fait des cours par correspondance. Déjà, quand j'étais en Algérie, j'avais pris des cours par correspondance, mais malheureusement, le travail des enfants, j'ai pas pu. Donc, voilà, je venais juste d'avoir mon diplôme. C'était un diplôme d'équivalence un diplôme universitaire d'équivalence au bac, je me rappelle plus, un DUG. Voilà. Et voilà. Après, mon fils a disparu dès que j'ai eu la nouvelle, je suis partie en Algérie. Il venait d'avoir 21 ans. Il a eu 21 ans au mois d'octobre 1996. Il est né en 75, oui, 96. Il a disparu le 30 janvier, il a été arrêté. J'aime pas dire disparu parce qu'il a été arrêté. Il y a eu une action avant la disparition, il y a quand même eu une action qui est l'arrestation. Il a été arrêté et ils l'ont fait disparaître. Mais arrêtez pour quelle raison? On peut avoir. Pourquoi ils disent la raison? Jamais ils disent la raison. Pourquoi ils ont donné la raison? Pourquoi ils m'ont refoulé? Ils n'ont pas donné la raison.
Oui, que je suis un danger pour l'Algérie, oui, ça, ils l'ont insinué, mais ils donnent jamais de raison pour les, quand ils, les seules fois où ils ont pu dire à la famille des choses, c'est qu'on on l'arrête pour les besoins de l'enquête. Si c'est pas, quand c'est pas violent et qu'ils viennent comme des fous frapper, casser tout, tout ce qui se passe dans l'appartement ou dans la maison, ils disent, quand ils sont gentils, ils disent on le prend, non, c'est pas une arrestation, on le prend juste pour les besoins de l'enquête et on le relâchera après. Mais ils n'ont jamais donné de motif, jamais, 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 jamais. Mais est-ce Nous, on que, a fait un. Hmm. politiquement parlant, est-ce qu'il était, votre fils, est-ce qu'il a un penchant politique et un courant politique? Non? Il n'a jamais eu d'ambition politique, il n'a jamais suivi une parcours politique, il n'avait rien. Lui, son truc, sa politique, c'était Cheb Hasni. Ok. Amin, il avait, ma mère, elle lui avait acheté, ma mère, elle l'adorait, c'était son préféré de mes trois enfants. Elle lui avait acheté à l'époque en France un Walkman, ce qu'on appelait un Walkman. Je ne sais pas si ça existe encore de nos jours. Et donc, il avait un tiroir qui était plein de cassettes de Cheb Hasni et son Walkman. Et voilà, tout le temps sur ses oreilles. Il le lâchait jamais. Ils s'en séparaient jamais de son Walkman. D'accord. Non, au contraire, quand il entendait parler à la maison de choses qui se passaient dans le quartier, il était toujours en disant Mané, tu vas nous emmener de Cendrillon, maman, Mané, ne parle pas de politique, Mané, ne fais pas ça, Mané, ceci, Mané, fais ça. Il était toujours contre, il avait toujours la trouille. Mais bon, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. C'est comme ça. Et à partir de là, donc, Nasser Tour, elle a créé ce collectif des familles des disparus, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Non, j'étais pas partie pour créer un collectif, hein, pas du tout, loin de là l'idée de créer un collectif. Moi, j'étais pas du tout dans cette idée-là. Moi, je me disais, mon fils, il a rien fait, je vais le retrouver, c'est une erreur. Je suis partie en Algérie pour le retrouver. Et devant l'horreur que j'ai rencontrée en face de moi, je me suis dit que voilà, plus j'avançais dans mes recherches, et plus je paniquais, plus je stressais, plus j'angoissais, plus j'avais peur, plus ma vie était tendue. J'étais pendue à un fil, j'avais l'impression que j'allais me noyer, je ne sais pas comment, que j'allais perdre l'équilibre et me retrouver au fond du gouffre. Je me suis retrouvée au fond du gouffre de toute façon, hein. Depuis, depuis j'arrive pas à sortir de ce gouffre, hein. Ça s'empire. Mais c'était terrible, je pensais pas du tout. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches, je voyais comment les policiers traitaient comment ils nous traitaient, comment ils nous traitaient. Nous étions pour eux, nous étions tous des terroristes, des complices de terroristes. Qui n'était pas? Vous avez la fameuse, la fameuse phrase de Reda Malek en 93, la peur va changer de camp, ou les autres phrases qu'ils ont lancées, qui n'est pas avec nous et contre nous. Soit on était du côté du militaire, soit on était de l'autre côté de la barrière. Pour eux, on était tous complices des terroristes. Si on n'avait pas eu cette complicité, ils auraient eu, comme disait Zorwell à l'époque, nous allons on va éradiquer le terrorisme de ses racines. Dans tous ses discours, il disait ça. Et à chaque fois qu'il disait ça, on avait un massacre sur les bras le lendemain. Le lendemain, il y a le massacre de Raïs, le massacre de Bentelhan, le massacre de Sebrim Sous, le massacre de Rumqa, le massacre de Rélizen, le massacre. Donc, et j'en sais quelque chose parce que comme j'étais loin de mes enfants, j'étais à l'affût de toutes les informations, j'écoutais tout, je lisais tout. J'avais toujours peur que mes enfants, il leur arrive quelque chose pendant les années 90. Donc, j'étais bien informée, quoi. Je m'informais pour apaiser mon angoisse et la frayeur de voir quelque chose arriver à mes enfants. Mais comme je vous ai dit, là, comme je t'ai dit, la peur n'évite pas le danger. Malheureusement, mais j'ai rien compris à l'histoire. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, Amine? Amine, il a peur de. Il voit une goutte de sang, il s'évanouit. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tous les Algériens de toute façon pour mériter ça? Qu'est-ce qu'a fait cette jeunesse pour mériter ça? Pour mériter d'avoir des gouvernements pareils, sans foi ni loi, mais c'est déshumanisé. J'ai rencontré en face de moi, j'avais en face de moi une société complètement déshumanisée, complètement. Eh, bien sûr, on torturait. Écoutez, il te dit, oui, bien sûr qu'on torturait, alors on torturait. Mais pourquoi vous les torturez? Mais pour qu'ils avouent. Oui, comment? Et s'ils avouent? Et s'ils n'ont rien avoué? Ah ben, ils ont toujours quelque chose à avouer. Ça, c'est le policier en face qui me dit ça à moi. Ben non, madame, ils ont toujours quelque chose à avouer. Oui, d'accord, c'est sûr, sur la torture, on a toujours quelque chose à avouer. Bien sûr, bien sûr. Mais Oui, des jeunes policiers
tu parles à une dame, à une mère qui cherche son fils, il parle de cette façon. C'est, voilà, sinon, c'était terrible, c'était terrible. J'ai vu des mères se faire jeter de haut de l'escalier du commissariat, là, mais avec un coup de pied, mais c'était complètement déshumanisé, quoi, cette société. Des policiers qui puaient l'alcool à 10 heures du matin, qui puaient l'alcool, l'odeur du whisky leur sortait par leur port. On imaginait un policier que j'allais voir qui était censé m'aider à retrouver mon fils, mais horrible, il sentait je l'imaginais dans une boîte de nuit ou quelque part en train de se saouler au whisky toute la nuit et venir prendre une douche le matin parce qu'il venait de prendre sa douche quand il venait me rencontrer. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu. Quand j'ai été voir des familles de disparus, je cherchais à comprendre. Il y a un papa qui m'a fermé la porte au nez en me disant ouais, أنا دا وليدي مات وحبيتي تزيد تقتلي لي ولادي الغريب. Il m'a claqué la porte au nez, tu vois. J'allais au tribunal militaire, je faisais une queue monstre le matin tôt. Ma mère, elle me disait, mais tu vois, tu te lèves pas assez tôt. Il faut venir plus tôt. On faisait la queue dehors, les unes après les autres. Et c'est là que j'ai eu l'idée de prendre mon calepin, un bloc-notes et un stylo. Et je commençais à prendre les noms des familles, me renseigner depuis quand est-ce qu'il a disparu, par qui il a été enlevé, comment ça s'est passé. Je prenais ce que je pouvais comme note. J'avais pas la conscience du danger j'avais pas du tout la conscience du danger à ce moment-là, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je les ai encore, c'est notre cas aujourd'hui, hein. Ça fait 30 ans, je les ai encore. Tu as recensé combien, Nassera? Combien de Là, actuellement, disparus? on a 5437 dossiers, exactement, individuels pour chaque disparu. Mais Dieu sait s'il y en a beaucoup plus. On a des dossiers qui sont complètement vides. Je ne peux pas les comptabiliser parce qu'il n'y a pas d'informations. Soit c'est juste une photo avec un nom et un prénom, ou une date de naissance, pas d'adresse, pas de rien, rien. Est-ce que vous avez le soutien de la classe politique de l'époque? Parce que je me souviens, à un certain moment donné, comment ça s'appelle? Louisa Hanoun du Parti des Non, Travailleurs, elle parlait souvent des disparus. non, Louisa Hanoun a commencé à parler en 1998. Je ne sais Ok. pas avant, mais je ne l'ai pas entendu. L'FFS, lui, avec des Latral, elle m'a parlé en 97. Elle a même organisé une manifestation qui a été violemment réprimée avec les familles disparues. Dès que il y avait un avocat, je ne citerai pas ton nom parce qu'il ne serait pas d'accord. Mais avant, oui. Mais Louisa Hanoun, elle a parlé, ils l'ont filmé à l'Assemblée générale en train de poser la question sur les disparus. À l'Assemblée générale, pardon, à l'Assemblée nationale, Ouais. en train de, en 1998, en train de poser la question sur les disparus. C'est ce Et que, c'est c'est ce que arrivé. je retiens, justement. C'est ce que je retiens. C'est pour ça que je me Oui, souviens de cette. mais c'est Ouais. arrivé comment? C'est arrivé quand le Comité des droits de l'homme a rendu son rapport sur l'Algérie. Le Comité des droits de l'homme a examiné l'Algérie, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, hein, a examiné l'Algérie en 1998, en juillet 98. Moi, j'y étais à Genève. Et dans ce fichier, il disait que dans ce rapport, il disait que l'Algérie devrait recenser, ouvrir un fichier central pour recenser les familles de disparus, dire la vérité, ceci et cela et tout ça et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'Algérie après ça? Juste après ça, au mois d'août 98, ils ont invité une délégation onusienne pour venir constater que c'est faux, qu'il n'y avait pas de caserne à côté des massacres. D'ailleurs, la caserne qui était en face de à Bentalha, parce que mon frère est issu de Bentalha, il a échappé au massacre. Ils avaient mis une pancarte maison de retraite dessus. Moi, je ne l'ai pas vu, hein, c'est ce qu'on raconte. Donc, c'était la délégation onusienne. Elle était conduite par Mario Suarez et Simone Veil à l'époque. Ils sont arrivés au mois d'août. Et je m'en souviens parce que c'est au mois d'août que nous avons commencé nos premiers rassemblements. Parce qu'en juillet, quand il y avait l'examen de l'Algérie, nous, quand je dis nous, parce que je n'étais pas toute seule, je l'ai fait on n'était pas encore en association à l'époque, avec l'aide d'Amnesty et de la IFIDH, on a fait venir des familles d'Algérie, 5 familles d'Algérie, et on a fait une tournée européenne et on a fini à Genève. Et Amnesty avait organisé une manifestation magnifique. J'ai jamais vu autant de journalistes de ma vie. Jamais. Tout le monde avait des yeux braqués sur l'Algérie. Bien sûr, on venait de sortir de grands massacres, 500 personnes mortes, assassinées dans une seule nuit, et tout ça. C'est normal que tout le monde s'y intéresse. Et donc, les familles, quand elles sont retournées là-bas, elles ont discuté avec les autres maires, puisqu'on se retrouvait dans les bureaux d'avocats. On n'avait pas de lieu, soit au FFS, soit dans les bureaux d'avocats.
Et comme il y avait la délégation onusienne, on s'est senti un peu protégés. Enfin, elles se sont senties un peu protégées. Moi, à l'époque, j'étais tellement dans mon monde que je sentais pas du tout le danger de venir. Je n'avais pas mesuré le degré de danger, du danger qui pouvait, enfin, de ce qui pouvait nous arriver, quoi. C'est après, quand elle a commencé le rassemblement à être de plus en plus important, qu'ils ont commencé à nous taper, à frapper violemment. Ils nous ont apporté les jets d'eau chaude, brûlante, pour nous disperser. Ils ont utilisé tous les moyens pour nous disperser, mais on a tenu bon. Mais c'est grâce à cette délégation onusienne qu'on a réussi à avoir le courage, enfin que les familles m'ont suivi et qu'on a fait ce rassemblement devant l'Observatoire, ce qui était à l'époque l'Observatoire des droits de l'homme, qui est devenu aujourd'hui le Conseil national. Et, et donc on a dit, quand on va, mercredi c'est jour de réception à un observatoire, on avait pour habitude, enfin elles avaient, pas moi. J'avais déposé le dossier, puis j'y allais de temps en temps, puisque je faisais les allers-retours entre la France et l'Algérie. Et tandis que le mercredi, quand on ira demander des nouvelles de nos dossiers qu'on a déposés, on ne va pas se disperser, on va rester devant la porte. Et dès qu'on sera un petit nombre important, on va sortir les photos comme on a fait à Genève et on va crier où sont-ils, où sont-ils, où sont-ils. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Le premier jour, le premier rassemblement, il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a rien eu, mais le deuxième, ça a commencé à grossir, le nombre a commencé à grossir. Troisième, et ainsi de suite, ils ont commencé à s'affoler, ils sont devenus violents. Les autorités, hein, je vous dis, ils nous ont même dispersés au jet d'eau. Voilà. Et c'est comme ça que le problème. Déjà, quand on a fait la tournée européenne, on a été interviewé par toutes les chaînes de télé de toutes les villes qu'on a visitées. On est passé au journal de 20 heures et dans d'autres villes, c'est 19h30. À tous les journaux de 20 heures. Je me rappelle encore, TF1 avait mis la photo de mon fils juste en plein écran comme ça. Ça m'a fait un choc. Pas TF1, Antenne 2, pardon. Et on a fait toutes les télés, toutes. Je vous dis, à l'époque, tout le monde s'intéressait à la question algérienne, avec tout ce qui s'y passait, ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler de nous un peu partout dans le monde, des familles disparues. Et alors là, les Algériens commençaient à s'agiter un petit peu. Il y a eu des articles qui disaient les familles des égorgés manifestent dans la rue. Ils ont voulu monter quelques familles de victimes du terrorisme contre nous en disant nous aussi on va manifester enfin, pour semer un petit peu la discorde entre nous. Hein, c'est ce qu'ils ont toujours utilisé. Mais bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Après, il y a eu D'accord. la concorde civile, elle nous a beaucoup, en tout cas, moi, elle m'a beaucoup aidée parce que j'étais attaquée de partout. Dès que j'étais dans une conférence, je faisais beaucoup de conférences dans beaucoup de pays avec Amnesty International et j'avais toujours les Algériens qui venaient en force pour m'insulter, pour me cracher dessus, pour dire, et les femmes violées, vous n'en parlez pas, et les terroristes et tout ça et tout. Et quand il y a eu la concorde civile, je m'en suis servi de bouclier, hein, de dire, bon, allez voir Bouteflika qui a pardonné aux terroristes. Allez lui demander pourquoi il l'a fait. Vous lui avez demandé comment ça se fait que de quel droit il pardonne à des terroristes? Est-ce qu'il a demandé aux victimes si on pardonne? Si elles pardonnent? Est-ce qu'il leur a demandé, leur poser la question? Est-ce qu'il sait seulement si ces victimes existent? Moi, je sais qu'elles existent parce que moi, je les ai rencontrées. Des familles entières qui ont été enlevées par des terroristes, Oui. filles et garçons. Moi, je sais qu'elles existent. Mais lui, est-ce qu'il sait qu'elles existent? Et pourquoi, avant de leur pardonner, est-ce qu'il a demandé, est-ce que vraiment ils n'ont pas les mains sales de sang? Parce que la Concorde dit ça. Les gens qui n'ont pas commis d'attentat, qui n'ont pas les mains sales de sang, qui n'ont pas commis de viol et d'attentat à la bombe et tout ça, on leur pardonne. Mais est-ce qu'il a été vérifié tout ça? Tous ceux qui étaient dans Fitchbel au maquis, est-ce ils ont pas les mains sales de sang? Ils étaient en train de bronzer au soleil là-haut, dans les maquis? Mais en tout cas, ça a permis que je sois plus attaquée à chaque fois que que j'intervenais quelque part, j'appréhendais. Ça y est, je vais encore en avoir plein la tête. Mais bon, avec la charte pour la paix et la réconciliation nationale, c'est là, au contraire, où on s'est vraiment, avec les associations de victimes de terrorisme, on s'est vraiment rapprochés. On a créé ensemble l'association des victimes des années 90 pour protester contre la charte. On a même écrit une charte alternative à cette charte.
Et on est resté main dans la main, on travaille ensemble. Pourquoi? Parce que on a compris que c'était la même douleur, que c'était la même vérité qu'on recherchait, que c'était la même justice qu'on recherchait, la même mémoire qu'on voulait écrire, la même histoire, la même mémoire. Donc on s'est dit, mais voilà, les autorités nous utilisent les uns contre les autres. Donc c'est bon, ils nous ont utilisés jusqu'à maintenant, ça suffit, quoi. Ils nous ont utilisés contre les islamistes, ils nous ont utilisés contre tout le monde, donc et maintenant contre les victimes. Non? Et Nasser, Pauvre. vous avez dit comme quoi l'achat de la réconciliation nationale a fait votre affaire parce que ça calme les ardeurs de ceux qui s'opposent à votre démarche. Mais était aux commandes de l'État. Vous faisiez des va-et-vient facilement, il n'y a pas de problème. Mais depuis l'arrivée de Tebboune, apparemment, il vous interdit d'accéder au pays. Donc, l'interdiction de rentrer au territoire, vous et d'autres comme Farid Ali. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ouais, effectivement, malheureusement, on en vient à dire que bon, sous l'ère du Tchèra, au moins, on arrivait à faire des choses. Bon, il utilisait notre méthode, des campagnes de dénigrement. Ils ont fait croire, ils ont lancé des campagnes euh, en sourdine, comme quoi je m'enrichissais sur le dos des familles, que je vendais les dossiers. Ils ont même écrit que je vendais les dossiers à Israël. Donc, c'était d'autres méthodes qu'ils employaient pour me dis- Discrédité. discréditer, oui. Et bon, on était surveillés tout le temps. Dans les bureaux, on a ouvert un bureau en 2001 pour SOS Disparu, quand on a créé SOS Disparu. Et on était tout le temps surveillés. Moi, j'étais suivie tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais toujours suivie, j'étais toujours surveillée. Dès que je mettais un pied en Algérie, j'avais un article dans la presse. Voilà, Nassera Dutour, la franco-algérienne qui vient chercher son mari. Même, il dit même pas mon fils, mon mari. Elle est partie chercher son mari à Washington quand j'étais aux États-Unis. Voilà, chaque fois, c'était des choses comme ça. Mais bon, on arrivait quand même à s'organiser discrètement. On a organisé des ateliers, des forums, on a fait des informations, discrètement toujours, mais on arrivait à faire des choses. Et on dit, mais le problème, c'est on déménageait tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, jusqu'à 2013. Là, avec ce nouveau local qu'ils nous ont fermé d'ailleurs, on est resté, là, on n'a pas déménagé depuis 2013. Mais sinon, avant, 2001 à 2013, on déménageait tous les ans. Mais à l'aéroport, je savais bien que j'étais. Bon, euh, je- à l'époque, quand on les Algériens, que ce soit les Algériens ou les étrangers, quand on rentrait en Algérie, on remplissait la fiche de police. Et à une certaine époque, je ne me rappelle plus à quelle date, pour les Algériens, ils ont supprimé la fiche de police. Nous, on n'avait plus il n'y a que les étrangers qui doivent, jusqu'à aujourd'hui, il y a que les étrangers qui remplissent cette fiche de police. Nous, les Algériens, on n'avait plus à le faire. Mais moi, je voyais bien qu'ils remplissaient ma fiche. Je voyais bien que j'étais signalée quand je rentrais, que je sortais. Je voyais bien tout ça. Mais c'était discret. C'était vraiment discret. Moi, je l'ai vu par hasard parce qu'une fois, j'ai vu un policier me regarder avec le sourire et tirer tout doucement, discrètement une fiche qui était là comme ça sur sa droite. Je le voyais faire. Donc, quand je suis passée de l'autre côté, quand il m'a laissé partir, je me suis retournée, la porte était ouverte. J'ai vu qu'il était en train d'écrire, là, il avait ma gueule sur l'écran, là. Il était en train de remplir cette fiche. J'ai réussi à faire passer des dossiers, bon, avec perte et fracas. J'avais la trouille, bien sûr, je suis humaine, hein. J'ai ramené des dossiers en France. D'ailleurs, tous les dossiers, ils sont ici, hein. Là, j'ai une copie ici à Paris, ils sont scannés, tout. Mais avec la peur au ventre, mais je l'ai fait. Et là, avec tes bonnes, j'ai plus le droit d'entrer. Enfin, j'ai plus le droit. Ils m'ont enlevé ce droit de rentrer dans mon pays. Voilà. C'est comme ça. Et il se trouverait qu'il y a une décision qui a été prise le 3 novembre 2021 d'interdiction de rentrer sur le territoire algérien. Point, sans dire qui a pris cette décision, quel est le motif de cette décision, rien du tout. Et que voilà, ils l'ont fait pour la sauvegarde du pays, la sécurité du pays, la souveraineté nationale. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont encore enchaîné là-dessus. C'est ce qui répond aux rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui les ont saisis pour leur demander des comptes pourquoi j'ai été refoulée de chez moi. Voilà, donc ce fameux jour, mais c'est le ridicule qui tue ou qui ne tue pas, je ne sais pas, mais la décision a été prise le 3 novembre 2021 et
Et depuis le 3 novembre 2021, dès que le Covid dès qu'ils ont réouvert les frontières, je suis retournée en Algérie au moins 5, 6 fois par an. Au moins. Mm. J'étais là, oui, j'étais très contrôlée, ils me gardaient une demi-heure. Et là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas que je rentre en Algérie, que ça leur a échappé, que j'ai échappé depuis belle lurette à refoulement. Non, j'étais retenue. Non, j'étais retenue. Il gardait mon passeport, le policier, le chef venait, il regardait l'ordinateur, il prenait mon passeport, il partait avec. Je le voyais téléphoner. Et il y a en attente une fois une femme policière, officier de police, قالت لي خلاص مدام هي سرحي سرحي خلاص راكي مسرحه باش تروحي. Ok. Une fois, je l'ai entendu aussi dire l'officier, toujours le chef là. Je l'ai entendu, j'étais derrière lui, il m'a pas vu. Et il disait, Aya Islam, Aya, Aya, le maïtsina, خلا تروح. J'ai entendu. Et je lui dis, c'est qui cet islam-là? J'aimerais bien. شكون هذا islam هذا؟ أنا دابا نروح نشوفوا وين نصيبوا هذا islam. خلاص مدام لا لا خلاص ما ديريلكش مشاكل مدام روحي. Ok, je vais pas insister, il me dira jamais qui c'est, mais je m'en doute un petit peu qui est cet islam. Voilà, donc ils pouvaient pas savoir, ils peuvent pas dire qu'ils savaient pas que je venais en Algérie. J'organisais des choses, j'allais à la Commission européenne, à la délégation européenne, j'allais voir les ambassades. Ils savaient que j'étais là, je les voyais, que je voyais bien qu'à un certain moment, quand on organisait quelque chose, ils étaient en bas de l'immeuble. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, maintenant, je gêne quand je suis sur place. Je sais pas, c'est pas que je sais pas pourquoi d'un coup, parce qu'ils ont réussi à maîtriser toute la société algérienne, malheureusement pour nous et pour eux, pour elle, pour la société dans son ensemble. Ils ont fait peur à tout le monde en les mettant en prison avec des accusations qui dépassent l'entendement, pour des simples délits d'avoir posté un Facebook ou d'avoir partagé un Facebook ou avoir des. Ouais, mais c'est terrible, quoi. Et donc, il restait plus que nous. Donc, il fallait, je sais pas, il fallait arrêter, qu'il fallait plus qu'on existe. Il fallait plus qu'on nous... Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils voulaient, parce que même le rassemblement, ils ont essayé de l'interdire. واش كيما قالت له مدام بوشافه lui dit واش كمشة جايز خلعوكم خوفوكم ما بقيناش quand on est 10 au rassemblement du mercredi c'est tout le bout du monde on est contente quand il y a 10 personnes on est contente mais le policier parce qu'à chaque fois il venait leur dire allez c'est fini c'est interdit روحوا جيبوا تصريح كي تجيبوا تصريح نخلوكم قلت له واش كمشة تاع جايزة يخوفوا فيكم c'est quoi cette histoire donc là ces 2 derniers mercredis ça va mais ils les ont pas chassés du lieu de rassemblement. C'est pour récapituler, Nassera, quand ils ont mis en place cette procédure de l'interdiction de rentrer au territoire national à partir de novembre 2021, vous avez fait quand même beaucoup de va-et-vient jusqu'à la dernière fois où vous étiez empêché. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, d'après Non, je vous? sais pas, ils n'ont pas mis en place de procédure. Ils disent que la décision a été prise le 3 novembre 2021. D'accord. Mais je n'ai jamais vu cette décision, j'ai jamais été notifiée de cette décision. Je l'ai appris après avoir été refoulée en 2025. 2025, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qu'on vous 2021 a et dit? 2025, je suis rentrée et sortie. Je vous dis, je suis rentrée et sortie, pas normalement, parce qu'à chaque fois que je rentre, Oui, oui. avant le Covid, في الحيرة, depuis le Hira, il me contrôle quand je rentre, mais quand je sors, non. Mais après le Covid, il me contrôlait quand je rentrais et que je sortais. Et là, le 30 juillet 2025, là, je croyais que c'était le contrôle habituel, comme d'habitude, que je vais passer un sale quart d'heure et puis ils vont me laisser partir. Mais là, non. Ils m'ont dit d'attendre, d'attendre, d'attendre. Après, ils m'ont emmené dans une salle d'attente. Ils m'ont laissé là. Je les voyais aller venir. Ils venaient me poser des questions idiotes à chaque fois la même chose. واش من الفولي جيتي فيه واش من الطياره جيتي فيه واش معك كومباني واسمو باباك واسمها يماك واش دي يماك اسمه بابا اسمه كيما انا واسمه يوس وي 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 قال لي ايه خلاص يوس خلاص مي بصح لو برينون تاعو شحال كيفاش بابا واسمو مقران دوك سقساني الكوليك تاعك قلت له بابا واسمو يوس مقران يما واسمها ابنوش فاطمه دوك سقسان الكوليك تاعك دوك سقساني لابس كيما نتايا كيف la photocopie. Qu'est-ce que vous me posez comme question là? Dites-moi ce qui se passe. Laissez-moi rentrer ou là, dites-moi qu'est-ce que si vous me reprochez quelque chose.
يا مدام ما تقلقيش ما تقلقيش اقعدي دوك نشوفوا دوك نفريوها دوك نفريوها. انا نستناو في الفاكس. مش من الفاكس راكم تسناو. واو. Et entre-temps, notre avocate, elle m'avait téléphoné. Je lui ai dit non, je suis pas sortie de l'aéroport, je suis là, je suis dans une salle d'attente en face du bureau de la PAF et j'attends. Et après, elle a pris la pauvre un taxi, elle est venue à l'aéroport, ils l'ont pas laissé rentrer. Elle est allée voir la police des frontières, ils lui ont dit la même chose. Ils lui ont dit, on attend le fax. Non, non, vous pouvez pas rentrer, il n'y a rien du tout, ne vous inquiétez pas, on attend le fax et dès qu'on a la réponse, on la laissera rentrer. Non, mais quel ouello, mais quel ouello. Voilà. D'accord. Donc après, sans rien me dire, après, au bout de 3 heures, ils viennent tous, avec ceux qui étaient habillés de la même façon, pantalon classique noir et chemise blanche, là, avec des galons ici, les chefs. Et avec le chef. Yallah, madame, yallah, ils étaient trois ou quatre. Yallah, madame, ya, mchi, lève des bagages. J'avais qu'un bagage à main. Et, euh, et puis une veste, je sais pas, un manteau, je sais plus, parce qu'en France il faisait froid, je sais plus. Bref, j'avais des choses comme ça. Et je dis, vous m'emmenez où? Vous m'emmenez où? Personne ne me répond. Allez, vite, 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 vite. Donc après, on a monté l'escalier mécanique. Et je l'entends se retourner derrière lui. Il dit à son collègue, parce que moi j'avais fait tomber ma valise, le collègue l'avait récupérée, ben, ils m'ont fait courir. Et il me dit ça, hein. Qu'est-ce que le tailleur a tort? Je lui dis, pourquoi vous êtes en train de m'amener? D'un coup, parce que sous la panique et le choc, je ne voyais plus rien. Je suis juste en train de hurler, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous m'emmenez où? Vous m'emmenez où? Après, je voyais que j'étais dans les salles d'embarquement, comme ça, ah, on est à l'avion. Voilà. Et là, je dis, mais pourquoi m'emmener à l'avion? Qu'est-ce qu'il y a? De quel droit vous m'emmenez à l'avion? Je ne vous ai pas demandé de m'accompagner à l'avion. Moi, je suis venue pour rentrer en Algérie. Et il me répondait pas. Il continuait à marcher. Douf, 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 douf. J'étais entourée de policiers, des policiers, comme une malpropre. Il m'escortait à l'avion. Et Waouh. après, en insistant, il se retourne vers moi. Le plus vieux se retourne vers moi. Il me dit, mais madame, vous êtes membre d'une ONG, hein? Je dis, eh ben oui, je suis membre d'une ONG alors. Je dis, alors c'est quoi ces histoires? Il dit, j'ai tué quelqu'un, j'ai assassiné quelqu'un, j'ai volé, j'ai pillé, comme certains l'ont fait qui sont tranquilles. C'est un crime d'être membre d'une ONG? Je dis, oui, je suis membre d'une ONG, je suis membre de plusieurs ONG même, pas seulement une. J'ai déjà créé SOS Disparu, j'ai créé le collectif Famille Disparu, et je suis membre de plusieurs ONG internationales, oui. Eh bien, et alors, vous avez pris mon fils, vous voulez pas me dire, ah, mais tu ne sais pas, moi, non, on n'a pas pris votre fils, madame. Ah, je dis, c'est la même chose. Hein, vous êtes tous complices. Vous êtes tous les mêmes. C'est ceux qui sont du même camp que vous, qui est du même service que vous, qui ont pris mon fils. Et maintenant, vous m'emmenez à l'avion? Non, mais ça va pas, non? Voilà. Donc, je me retrouve à la salle d'embarquement. L'hôtesse, elle me donne le talon de la carte d'embarquement. Elle me donne mon passeport français. Et je lui dis, mon passeport algérien. Elle me dit, allez-y, madame, allez-y, on va vous le ramener. Gentiment comme ça, on va vous le ramener. On est resté là un petit moment. Après, il y en a un autre qui me dit, un autre policier me dit, chauffez, madame. حنايا نتبقوا واش يقولنا l'ordinateur. Parce que je continue à dire, comment, à demander des comptes, pourquoi, quel est le motif, quel est le motif. Elle est chauffée, madame. حنا نتبقوا واش يقولنا l'ordinateur. Là, je lui dis, ma كنتش عارفة بلي l'ordinateur يهضر. Il s'est fâché, hein? Madame, tu m'as fait, mais ouais, là, putain, mais ouais, là. Le machin m'a fait, ouais, là. Je suis en train de vous expliquer, je suis en train de dire qu'un ordinateur, ça ne parle pas. Un ordinateur, il y a quelqu'un derrière qui écrit quelque chose et que vous lisez. Mais chez l'ordinateur, donc il y a une personne derrière un ordinateur qui a écrit que vous devez m'emmener à l'avion, c'est ça? Et il vous a dit pourquoi? قال لي خلاص هيا روحي جت l'hôtesse elle est venue me chercher. روحي. Je suis rentrée dans l'avion. Elle m'a accompagnée jusqu'à mon siège, le numéro 30. Tout à fait au vent de l'avion était vide. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis un terroriste là, vous me mettez à l'écart, toute seule là, au fond là? Ah, madame, c'est le siège qu'on vous a attribué. Ok. Donc elle me rend mon passeport. Non, pas tout de suite. Elle m'assoit et puis ils ont commencé à fermer les trucs là, comme quand l'avion va décoller et tout ça. Et juste avant de fermer la porte, elle m'apporte mon passeport algérien. Et dans le passeport algérien, il y avait ce papier-là qui était plié en quatre. Ils sont bien gardés de me le montrer.
Il est bien caché, puis il y a un cadre dans mon passeport. Je l'ouvre et je vois un PV de refoulement. Refoulé dans le cadre de la loi 1108, c'est la loi qui régule ou qui régit les, je ne sais plus très bien exactement comment c'est les termes, mais c'est la loi qui concerne le séjour et les déplacements des étrangers en Algérie. Et, et toujours dans le même sens du ridicule qui tue ou qui ne tue pas, ils mettent que je suis dans le papier rempli sus Nassera, nationalité algérienne, numéro de passeport algérien sur ce papier, et ils me refoulent dans le cadre de la loi qui concerne les étrangers. Donc bon, là, j'ai commencé à râler. L'hôtesse, elle me dit, Madame, c'est bon, on décolle, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De l'autre côté, il y avait mon neveu qui arrêtait pas de m'appeler, là, tata, vas-y, tata, tais-toi, tata, vas-y, 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 tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bref, mais je dis, je descends de cet avion, je suis pas une étrangère, comment ça se fait qu'on me refoule Et, bon, il y avait l'avocate qui m'appelait d'un côté, Nassim qui m'appelait de l'autre, s'il te plaît, ne dis rien, s'il te plaît, tais-toi, calme-toi, rentre hein, chez toi, rentre, après on verra, rentre. Voilà. Nasser, donc on va écouter dernièrement en Allemagne, Tebboune, il a dit comme quoi les opposants peuvent rentrer en Algérie. On va l'écouter, on revient. بالنسبة للمعارضين مرحبا بهم. المعارضة الإنسان اللي يعارض صفة حضارية، أفكار، وبيجيب البديل، هذا راه يسمح للجزائر باش تتقدم كثير في الديمقراطية. قلتها وقلتها في التلفزيون في المداخلات تاعي ونزيد نكررها أمامكم، كل جزائري عنده الحق في الانتقاد، ولكن كل جزائري عنده الحق في الانتقاد وياخذ بعين الاعتبار التقاليد نتاعنا والحرمه نتاعنا يعني الشتم والسب ما يجيبوش، يجيبوا غير الكراهيه والعنف ماكش موافق، قال مانيش موافق، علاش؟ وانا في نظري ها كيفاش نديروا كي الدوله الفلانيه ولا نديروا كما قال الكاتب الفلاني. هذه امور تثري المسيره الوطنيه، بالعكس واللي ما يتقبلهاش ما راه فاهم والو. Voilà, je suis revenu. Nasser, donc est-ce que vous allez retourner en Algérie suite à cet appel de Tebboune pour les opposants pour qu'ils reviennent, pour peu qu'ils contribuent un peu au changement, d'après ce qui est dit là? Qu'en penses-tu? Moi, je ne suis pas une opposante, dans le sens que je ne suis pas une opposante politique. Je ne fais pas de politique. Moi, je fais les droits de l'homme. Moi, je veux que l'Algérie soit le pays de tous les Algériens et que tout le monde puisse y vivre, y compris les étrangers, les Algériens surtout, puissent y vivre tranquillement. Et je vis pour ça, pour que les Algériens puissent vivre libres et égaux dans leur pays même. Et moi y compris. Je ne me suis jamais considérée comme une opposante politique. Je m'oppose aux violations des droits de l'homme. Je veux que les droits de l'homme soient respectés dans notre pays. Je veux que les Algériens soient respectés dans notre pays. Et je veux que cette jeunesse vive euh, heureuse, c'est beaucoup dire, vive libre dans leur pays, que ces Algériens n'aient pas à préfèrent aller se tuer en mer, prendre un embarquement de fortune et aller se tuer en mer. Moi, je ne veux plus que les Algériens doivent vivre. On les a jamais laissés vivre. On est sorti d'une dictature du parti unique, on est rentré dans une autre dictature, après on est rentré dans la guerre, le sang qui a coulé pendant 10 ans, cette jeunesse qui a grandi dans la violence, on n'a rien fait pour que cette jeunesse vive, on n'a aucune structure pour accueillir cette jeunesse, aucune formation, on les étouffe, on veut tous les faire disparaître. Pourquoi? Pour que tous ceux qui nous gouvernent continuent de piller et de s'enrichir les potes. Moi, je pense que là, c'est les vacances, donc ils ont besoin que les étrangers rentrent en Algérie, pas les étrangers, les Algériens rentrent en Algérie à porter des devises. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Ok. Ils ont besoin de renflouer les caisses. Donc, les Algériens, venez, rentrez chez vous, venez passer des vacances, on a besoin de votre argent, des devises. Nasser, je vais finir avec une question. Que vous avez intégré donc la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr que je peux en parler, puisque
La disparition est un crime mondial, malheureusement. Je l'ai découvert à mes dépens. Je suis comme toutes les familles disparues. Je pensais que ça n'existe. Si, tout le monde entendait parler des disparitions forcées en Amérique latine. Je pensais que les disparitions forcées s'arrêtaient en Amérique latine. Quand j'ai commencé le combat, et j'ai entendu parler des disparitions au Maroc. Et je me suis beaucoup intéressée aux disparitions au Maroc. Pourquoi? Parce que j'ai entendu, j'ai entendu que des Marocains avaient été disparus pendant 18 ans et même 20 ans dans le ban de Tazmamart et qui sont revenus, qu'ils ont survécu au ban, qu'ils ont survécu à toute cette misère, à ce drame et qui sont vivants et qui sont libres maintenant avec quand Hassan II a amnistié, je crois que c'était je me rappelle plus de l'année, quand il a amnistié tous les Marocains qui étaient en exil et qui pouvaient rentrer chez eux. Ils ont libéré les détenus de ceux qui restaient de Tasmamort. Sur 60, il en restait, je crois, une trentaine qui sont restés vivants. Alhamdoulilah, heureusement pour eux. Hein. Et donc, moi, j'ai été à la recherche de ces Marocains pour qu'ils m'expliquent comment ils ont fait pour survivre tout ce temps dans un ban pareil, je m'étais renseignée, tout ça, documenté sur ce ban. Donc, je suis partie au Maroc en 99. J'ai participé à une caravane. Les Marocains avaient organisé, l'association marocaine avait organisé une caravane jusqu'à Tazmamart et j'y étais. Mais pas seulement ça aussi, j'ai été en Turquie aussi la première fois pour une conférence en Turquie où Amnesty m'avait invité. J'ai rencontré les familles de disparus, ça m'avait vraiment surpris, touché et tout. Parce que non seulement la majorité des familles qui étaient invitées n'ont pas pu assister parce qu'elles se sont fait intercepter parce qu'elles venaient de loin, du sud-est de la Turquie, et elles ont été les flics ont intercepté les bus dans lesquels elles venaient. Ils les ont toutes arrêtées, ils les ont emmenées au poste. Elles sont restées pendant les 3 jours que j'étais là-bas, elles ont été en garde à vue. Elles n'ont pas pu participer. Mais les peu qui ont participé, les pauvres, elles venaient me tirer par la manche, comme ça, en me montrant la photo de leur fils. Et sans parole, histoire sans parole, mais même s'il n'y avait pas de parole, je comprenais ce qu'elles voulaient dire, quoi. Voilà, c'est mon fils qui a disparu et tout. Elles sont comme nous. Donc ça m'avait frappé. Et après, j'ai navigué un peu partout dans le monde et toujours dans des conférences qui concernaient les disparitions forcées. Donc, j'ai connu d'autres familles et tout. En 2000, déjà, on avait créé la coalition euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées et grâce à Amnesty et la FIDH aussi. Et puis en 2007, on a donné une licence légale à cette coalition et on a transformé en fédération. On était à l'époque, en 2007, on était 8 associations de familles disparues qui travaillaient ensemble depuis quelques années. Et là, on a officialisé en 2007 au Liban parce qu'on voulait installer. Oui, après j'ai été au Liban, après oui, tout ça, rencontrer les familles. Et parce qu'on voulait installer la fédération à Beyrouth pour être à proximité des victimes et tout, pas rester dans le nord de la Méditerranée. Malheureusement, ça n'a pas pu aboutir puisqu'on n'a jamais eu de nouvelles de notre demande d'enregistrement d'association. À chaque fois, il y avait un changement de gouvernement au Liban et ça continue toujours. Donc, on a installé la FEMED, on l'appelle la FEMED, hein, provisoirement en France et on y est encore en France. Et aujourd'hui, on a 30 associations du pourtour méditerranéen, d'associations de familles disparues. On a aussi des associations qui sont un peu plus généralistes, mais qui travaillent sur disparition forcée. Donc, on a des associations d'Algérie, du Maroc, de Libye, du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de la Turquie, de Chypre, de l'Espagne, de Kosovo, les Balkans en général. On a 30 associations de 13 pays différents du pourtour méditerranéen qui sont membres de la FEMED. Et voilà, on travaille ensemble, on organise des formations pour nos associations membres sur le droit international des droits de l'homme, sur la documentation des violations des droits de l'homme. On fait des missions de plaidoyer. Quand on va dans le pays en mission de terrain, on va voir les autorités locales du pays. On, voilà, on invite nos associations membres à nous accompagner. Voilà, on fait ce que fait la FEMED. Nassera, merci beaucoup pour Merci, c'est cet moi qui échange vous remercie. très riche. Donc, merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Nassera. Non?
Non, ça va, mais c'est juste que l'appel de Tebboune, pour moi, c'est comme, c'est un appel à, je ne sais pas quels sont les intérêts qu'il y a actuellement avec l'Allemagne, hein, puisque, voilà, on les voit très souvent en Allemagne. Depuis qu'il a été soigné en Allemagne, Tebboune, on voit bien que il y a quelques intérêts quelques liens qui se sont tissés et des intérêts qui sont mis en place. Moi, je pense j'espère que je me trompe, j'espère que tous les Algériens pourront rentrer chez eux librement, mais ça demande aussi des. J'ai fait un post Facebook ironique, hein, ça demande des règles, voilà, des règles écrites, noir sur blanc, sur papier, hein, qu'on est sûr que si on va là-bas, on va pas se retrouver encore opprimé ou entre quatre murs dans une prison, la nouvelle prison qu'ils ont construite. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose, mais qu'on y mette les vrais criminels. Pas les pauvres innocents qui ont osé dire des Hogara ou là, et je pense à Mohamed Tadjadid. Et je finirai sur ça. ميرسي نصيرة دو تور ميرسي ما تصطاس أنا لا كذا مسا نصيرة دو تور يقلان تسلويث نو مزدين توشولين ويذي توطفن ذي الجزائر ود فيغندا ود ديفانا الخفرنسا كذا عند ثلا ذي يوث تعقلت انتو تساعتي غلان تي منقار ففي دي غالي يوروب ذي الأجركال مقال توطفان ويغادو نفان أرثورا مازال ناوي السلطة النظام ذو ما النظام يسير دينا ودينا قيمة في ثلويث